Bonjour, je suis Fatoumata Diallo. Je suis ingénieure maître en banque finance. Je suis également titulaire du MBA international Paris Dauphine et de la Sorbonne Césac. Je suis également coach aspirant et mon domaine d'expertise, c'est le diagnostic d'entreprise stratégique et financier. Ces dernières années, on a vu vraiment le régulateur pousser la capacitation des entrepreneurs avec la mise en place de ce qu'on a appelé les SAE, tels que l'ADER, tels que l'ADPME. Ce sont des entités qui ont amené un plus pour les entrepreneurs pour faire le pont avec les exigences des banques. Donc ça a été déterminant et ça a permis, je pense, de relever le niveau et de réduire le gap et l'asymétrie d'information entre ce que les banques exigent et ce que les entrepreneurs étaient en mesure de fournir et de donner comme élément d'information. Entre les financements bancaires, les fonds d'investissement, il y a des points communs puisque ce sont des organismes qui ont pour but de voir l'entité pouvoir produire de la richesse. Donc on va être intéressé à la nature du projet, à la capacité à vraiment générer de la richesse comme je l'ai dit. Maintenant, il y a des différences et parmi ces différences, il faut noter que la banque, elle n'intervient pas dans la gestion même de l'entité, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas de décisions opérationnelles liées à l'entreprise. Dans un fonds d'investissement, le fonds entre dans le capital. La banque, elle est vraiment neutre. Elle, ce qu'elle regarde, c'est est-ce que l'activité fonctionne, est-ce qu'elle génère de quoi couvrir, n'est-ce pas, le crédit qui est demandé ou respecter les engagements qui ont été pris. Donc ça, c'est une différence fondamentale entre une banque qui finance et un fonds d'investissement qui donc entre dans le capital d'une entreprise. Par rapport au crowdfunding, c'est vraiment très différent également puisque le crowdfunding, c'est rassembler des fonds pour ensuite laisser totalement libre ceux qui gèrent ces fonds-là jusqu'à ce qu'un résultat soit obtenu. Alors que pour la banque, dès qu'on met en place un crédit, notamment moyen terme, ce n'est pas un capital patient. On va déjà commencer à avoir les remboursements. Est-ce qu'ils sont tenus? Est-ce qu'ils sont respectés? Quand nous examinons une demande de crédit, vraiment la crédibilité du porteur du projet, c'est central. Donc celui qui vient demander le crédit, quelle est sa crédibilité, quelles sont les assurances qu'il peut donner quant à la maîtrise de son projet. Ensuite, nous regardons le projet lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il est bien maîtrisé, est-ce qu'il est bien compris, est-ce qu'il a été bien calibré. Et c'est à partir de là qu'on va maintenant évaluer le risque que nous allons prendre sur cette demande de concours, de crédit qui nous est présentée. Les étapes clés lorsqu'on évalue, on examine une demande de financement. Et la première étape, c'est de savoir déjà qui nous demande, quelle est l'expérience de ceux qui nous demandent donc cet accompagnement. Ensuite, quel est l'objet de cette demande. Est-ce que ce qu'on nous demande est cohérent avec l'activité? Est-ce que le financement demandé est causé? Nous regardons aussi, est-ce que l'entité est capable de rembourser? C'est vraiment encore un point central. Quelle est la capacité de l'entreprise à générer du cash et à faire face à ses engagements? Donc ce sont des étapes très importantes dans l'évaluation d'un dossier. Toujours, on vérifie la cohérence entre ce qui nous est demandé et ce que, je dirais, l'entreprise est réellement capable de fournir, de par son activité, bien sûr. Les principaux points qui peuvent compromettre l'obtention d'un crédit, c'est de présenter des chiffres incohérents, déjà, en ce qui concerne la partie financière. Ensuite, encore une fois, cette question de cohérence revient. Si le marché dans lequel cette entreprise évolue présente des critères qui ne sont pas pris en compte, là encore, nous avons un souci par rapport à la demande qui nous est présentée. Donc, il est vraiment important
quand on prépare une demande de financement, de faire un bon business plan et d'envisager le worst case scénario, c'est-à-dire si tout ce qu'on a prévu ne se passe pas, qu'est-ce qu'on a en face pour pouvoir quand même continuer. Il faut savoir que l'un des défis des entrepreneurs, c'est qu'ils sont très présents dans leur affaire, qu'ils le portent comme un bébé. Donc, l'une des préoccupations de la banque, c'est la continuité de l'activité. S'il arrive quelque chose à cet entrepreneur, est-ce que l'organisation est suffisamment bien formalisée pour permettre à l'activité de continuer malgré son absence? Je sais que c'est très exigeant. Quand on parle d'entrepreneurs, on est encore dans un noyau qui doit arriver à maturation. Mais ceci dit, prendre en compte cette préoccupation, c'est un point qui montre qu'il y a de la vision aussi dans l'entreprise. En matière de produits, il faut savoir qu'il y a eu des évolutions qui ont suivi la technologie. Donc de plus en plus, ce que nous voyons, ce sont des packs qui sont proposés avec un ensemble de produits à l'intérieur. Mais il y a aussi cette préoccupation de vraiment coller aux entreprises. Vous avez des banques qui proposent des produits pour le financement de la commande publique. Vous avez des banques qui ont créé des maisons de la PME. Donc de plus en plus, elles se rapprochent des entreprises pour pouvoir donc répondre à leurs besoins. Donc sur l'offre de services et de produits, on retrouvera les moyens de paiement, que ce soit localement ou à l'international. On retrouvera la banque en ligne de plus en plus avec les transactions qu'on peut faire à distance. On va retrouver les links avec les mobile money pour permettre donc d'alimenter son compte et vice-versa. Et ce sont des outils qui sont devenus nécessaires avec le e-commerce qui s'est beaucoup développé. Donc les banques ont compris qu'il c'était important de répondre à ce besoin-là. Alors en ce qui concerne les produits eux-mêmes, dans le choix à opérer, ce qui est important, c'est de toujours partir de ses propres besoins. Quand on part de ces besoins qu'on a identifiés, on regarde quel est le service, quel est le produit qui y répond le plus. Ça, c'est une étape. L'autre étape, c'est de vérifier évidemment la tarification. Donc, c'est un point qui est important. Donc, il est toujours crucial d'avoir plusieurs offres et de comparer. Vous avez le choix. Je dis toujours, quand je commençais la banque, il y en avait 12. Aujourd'hui, il y en a 29. Donc, c'est dire s'il y a le choix. Chacune, évidemment, avec son positionnement stratégique. Et c'est en fonction de cela qu'elle va proposer ses produits. Alors avant de prendre rendez-vous avec sa banque quand on a une demande à formuler, il faut être très au clair avec ce dont on a besoin. Vraiment, l'évaluation de ses propres besoins, c'est quelque chose d'important et que ce soit cohérent, surtout, encore une fois, avec le niveau d'activité. L'autre élément qui est important, c'est de se préparer à négocier. On va vers la banque, elle va nous proposer des choses, mais ce n'est pas parce qu'elle a proposé qu'on va rester sur ça. Il est important de négocier ces points sur lesquels on estime qu'on va avoir des avantages ou sur lesquels on pourrait avoir un mieux. Donc, négocier toujours ce qu'on vous a proposé. Les erreurs les plus fréquentes, ça revient toujours à cette question de la cohérence. Il faut bien calibrer ses besoins et il faut être réaliste aussi dans ce qu'on demande. Donc, c'est un travail préparatoire en amont sur lequel il est important que l'entrepreneur s'arrête. Autre erreur, c'est de ne pas prévoir les worst case, encore une fois, scénarios. C'est-à-dire, si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Si telle hypothèse n'est pas prévue, est-ce qu'il y a un moyen de contourner et de continuer quand même à avancer? Autre erreur, c'est la non-maîtrise de son BP, de son business plan. Et ça, on le détecte tout de suite. C'est-à-dire qu'il suffit de poser quelques questions et on voit tout de suite que ce n'est pas maîtrisé. Il faut être en mesure de répondre aux interpellations, de répondre aux questions, aux précisions qui vont être demandées à chaque fois que ce sera nécessaire. Donc, bien se préparer, c'est vraiment maîtriser son projet, être réaliste, prévoir
worst case scénario, mais également être en mesure de répondre quand on vous demande des précisions. Parce que ces précisions-là, ce sont en général des choses qu'on amène au comité de crédit qui est en charge de la décision, donc d'octroyer un concours. Donc, il est important vraiment de veiller à être prêt, je dirais, et à bien comprendre son projet. Au plan de l'innovation, je dirais que ce qui est très important désormais, la Banque centrale prend en compte vraiment tout cet écosystème de FinTech. Donc elle a créé des organes pour s'occuper de vraiment superviser ces aspects-là. Il faut savoir qu'il y a plus de 130 FinTech dans l'UEMOA, avec vraiment des applications sous plusieurs aspects. Et donc ça montre vraiment l'intérêt pour la Banque centrale de tout ce qui est nouvelle technologie. À côté de cela, il y a aussi des efforts de digitalisation, vraiment, pour permettre, encore une fois, de gérer tous ces aspects liés aux nouvelles technologies et avec les entreprises qui se créent nouvellement. Voilà des aspects qu'il faut prendre en compte par rapport à l'innovation en ce qui concerne donc, le secteur bancaire. Un dossier bien présenté, c'est un dossier sur lequel les chiffres sont cohérents. On comprend ce qui est vraiment exposé. C'est simple, c'est précis, c'est pragmatique. Et vraiment, en amont de tout ça, c'est la conviction aussi du porteur du projet, parce que c'est lui qui va venir présenter ce qu'il veut et combien il veut et dans quelles conditions. Donc clair, précis, simple, des chiffres vraiment qui soient bien présentés, des états financiers, un business plan. Et vraiment, encore une fois, on insiste sur la maîtrise du projet que l'entrepreneur doit vraiment montrer qu'il a sur ce projet-là. Trois conseils clés pour réussir sa relation bancaire. Je dirais que le premier, c'est toujours d'être transparent. Le banquier a besoin de transparence et de savoir ce qui se passe. Vous devez aussi vraiment faire la démarche de comprendre comment la banque avec laquelle vous travaillez fonctionne, quels sont ses circuits de décision, comment elle décide vraiment et qu'est-ce qu'elle demande pour cela, pour pouvoir le préparer et y répondre. Un autre conseil, c'est de toujours avoir un plan B. En conclusion, je dirais qu'il faut toujours se rappeler que les banques sont régies par un régulateur qui impose un certain nombre de normes à respecter en matière d'octroi de crédit. Certes, les banques sont des entreprises commerciales comme les autres. Elles ont un positionnement stratégique qu'elles choisissent également. Elles financent en fonction de ce positionnement stratégique. Mais il faut aussi se rappeler que c'est un métier qui est très régulé. Et sous cette perspective, quand la banque cherche à s'assurer d'un certain nombre d'informations, ce sont des choses qui lui sont en réalité exigées par ce régulateur. Donc, préparez-vous. Vous avez maintenant des outils qui n'existaient pas encore il y a quelques années, des outils de capacitation, des outils pour vraiment réduire ce gap entre ce que la banque exige et ce que l'entrepreneur est capable de fournir. Donc, utilisez-les pour vous tenir prêt et croyez en vos projets, montrez que vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, qui y croira à votre place ?